Alors, organisation générale début, bien sûr, le début, il est entoblastique, puisque, comme vous vous en souvenez sûrement, c'est à partir, excusez-moi, c'est à partir d'un diverticule respiratoire de l'entoblaste que va se développer un bourgeon, une structure qui se développe devant l'intestin antérieur, pardon, devant la partie caudale de l'intestin antérieur, devant le futur œsophage, on peut l'appeler par son nom sans vergogne, et qui va rapidement, se développant de haut en bas dans le corps de l'embryon, s'étaler, s'étaler, s'étaler devant le futur œsophage et rapidement se diviser à son extrémité distale, c'est ça la diapo que je voulais trouver, se diviser à son extrémité distale pour donner de chaque côté deux bourgeons entoblastiques qui sont bien sûr les bourgeons des futures bronches souches droite et gauche. Bien. Premier point de départ, l'entoblaste va former un diverticule respiratoire et se mettre à bourgeonner latéralement par division du bourgeon respiratoire, par division du bourgeon entoblastique. Ce que vous savez déjà, puisqu'on l'a évoqué ensemble au chapitre des généralités, même rappelé hier, c'est que les cellules entoblastiques de ce diverticule respiratoire et des bourgeons bronchiques vont continuer à se diviser, ça va sans dire, mais vont être à l'origine de l'ensemble des cellules épithéliales qui tapissent les voies aériennes, c'est-à-dire de l'ensemble, de la quasi-totalité, pour être précis, des cellules respiratoires qui tapissent la muqueuse respiratoire de la trachée, des bronches souches, des différents niveaux de division bronchique, des différents niveaux de division bronchiolaire, jusqu'au bronchiole terminal, jusqu'au bronchiole respiratoire, et même jusqu'aux pneumocytes membraneux et granuleux dont on vient de parler. Évidemment, il y a tout le reste. Il y a au niveau de la trachée et des bronches les armatures, conjonctive, cartilagineuse, musculaire lisse. Il y a au niveau du parenchyme pulmonaire même l'armature conjonctive avec les quelques fibroblastes, fibres, etc., qui se développent, qui servent de soutien d'ailleurs au réseau vasculaire. Ce deuxième contingent, ce contingent conjonctif, il provient du mésoblaste, et bien sûr du mésoblaste latéral viscéral, de la splanchnopleure intra-embryonnaire, pour l'appeler précisément en termes d'embryologie. Tout le développement pulmonaire est fait de ce que des canaux d'origine entoblastique bourgeonnent, se divisent, se ramifient à l'intérieur d'un tissu conjonctif d'origine mésoblastique, d'un tissu conjonctif qui au début est très primitif et qui très rapidement se divise pour donner ce qu'on appelle tissu conjonctif jeune présent au cours du développement, pour donner ce qu'on appelle du mésenchyme. Cela se passe d'un côté comme de l'autre dans la splanchnopleure qui entoure ici les structures viscérales primitives. Le bourgeonnement conduit au développement d'un côté comme de l'autre de la ligne médiane à l'étage, au futur étage thoracique de deux ébauches pulmonaires qui sont quoi? De l'entoblaste, en train de se diviser, en train de bourgeonner, de se ramifier, dans une atmosphère qui contient du tissu conjonctif primitif, qui contient du mésenchyme. Et le tout est tapissé à la périphérie par de l'épithélium célomique, puisque tout ça se passe d'un côté comme de l'autre dans la partie haute, dans la partie la plus crâniale de notre célome interne, de notre célome intra-embryonnaire. Bon. Suite de l'évolution, le célome va se cloisonner, cloisonnement thoraco-abdominal, le péricarde et le cœur, très bien, il se forment deux cavités pleurales, une de chaque côté. Et ces deux cavités pleurales vont être occupées par ceux qui se développent d'un côté comme de l'autre, qui sont les deux ébauches pulmonaires. Les deux ébauches pulmonaires constituées de, premièrement, des structures épithéliales d'origine entoblastique et deuxièmement, un mésenchyme d'origine splanchnopleurale. Parfait. C'est la base de tout, et une base qu'on va décliner en disant simplement que entre le début de la période embryonnaire avec l'apparition du diverticule puis des premiers bourgeons et la fin de l'évolution, il y a tout d'abord, premièrement, des divisions dichotomiques successives de la structure épithéliale d'origine entoblastique et des divisions successives qui font
appelle à des interactions entre justement l'épithélium et le mésenchyme. Des interactions qui se font pas n'importe comment, qui aboutissent à ce qu'il y ait une polarisation proximo-distale, c'est-à-dire qu'il y ait une spécification des parties terminales par rapport à la partie proximale, grâce à différents gènes, sur lesquels je n'insisterai pas, mais qui aboutissent surtout à ce que, à la portion terminale, parce que certains gènes sont exprimés au niveau de l'entoblaste et l'incitent à poursuivre sa croissance, tandis qu'aux extrémités des bourgeons, aux extrémités de chaque bourgeon, il y a des gènes mésenchymateux qui envoient des signaux et qui au contraire freinent la croissance, aboutissent à ce que le bourgeon ayant tendance à se développer et à croître par des facteurs d'origine épithéliaux, étant freiné à son extrémité par des signaux d'origine mésenchymateuse, qu'est-ce qui lui arrive à ce bourgeon? Il va freiner sa croissance ici au milieu, mais poursuivre sa croissance sur les côtés et donc se diviser. Et ce que je simplifie de façon très rudimentaire avec ce petit schéma ou ce petit gribouillis, c'est le fait que la division dichotomique des canaux d'origine entoblastique au sein du mésenchyme se fait parce que, à tout moment, à différents niveaux, à la partie distale du système, il y a des interactions épithélio-mésenchymateuses qui font intervenir différentes familles de gènes, comme des facteurs de croissance, et notamment le facteur fibroblastique 10, et des molécules morphogènes d'autres significations, comme une molécule que vous avez vue dans d'autres territoires à d'autres moments, et qui n'est rien d'autre que la célèbre BMP4, une protéine décrite initialement, je vous le rappelle, comme une protéine morphogénétique de l'os, la quatrième d'une famille de protéines qui a été isolée expérimentalement, in vitro, et dont le rôle morphogénétique osseux n'est évidemment absolument pas en cause ici. C'est un nouvel exemple, s'il en était besoin pour vous, de ce que les morphogènes sont des gènes ou des agents ubiquitaires qui peuvent agir à un moment donné avec une telle action dans tel territoire et à un autre moment de façon tout à fait différente. Ici, les BMP4 participent aux interactions épithélio-mésenchymateuses qui sont responsables pendant toute la période embryonnaire et même au-delà, de la poursuite de la division dichotomique de l'arborescence bronchique. Ça va se poursuivre, ça va se poursuivre, ça va se poursuivre. Ça va aboutir à ce qu'en anatomie comme en histologie, on décrive au cours du développement la mise en place progressive d'un arbre bronchique puis bronchiolaire et même à partir d'un certain stade, avec la différenciation histologique des tissus, l'apparition des premiers alvéoles. Le schéma qui, dans beaucoup de livres ou dans beaucoup de traités, résume le développement pulmonaire, c'est celui-ci. C'est un schéma qui vous parle de l'arborescence bronchique, bronchiolaire et des canaux alvéolaires et des sacs alvéolaires. Bref, tout ce que vous connaissez maintenant parfaitement dans le détail à la suite du cours d'histologie d'hier et du début du cours d'aujourd'hui. Mais surtout, au-delà de la plaisanterie, qui dit que bien sûr les structures proximales se mettent en place d'abord, puis se différencient, puis des structures plus distales qui se différencient aussi, puis des structures plus distales, etc. Et que donc l'évolution chronologique fait qu'on va distinguer plusieurs périodes. Une période initiale très rudimentaire, une période intermédiaire, ici, et enfin une période qui va être la fin du développement, où on va voir apparaître les seuls éléments qui nous intéressent, d'une certaine façon, ceux qui sont le plus près de la physiologie, c'est-à-dire les alvéoles. Alors là, dans les bouquins de physiologie et dans les bouquins d'anatomie et même d'embryologie, il y a plein de types de descriptions très précis qui décrivent 4, 5, 6 périodes avec des détails de... Si vous le voulez bien, comme vous êtes qu'en deuxième année et que ça n'a pas une importance considérable de se battre sur des limites, on va juste décrire trois aspects principaux qui sont premièrement ce qu'on va appeler le poumon glandulaire, le début, deuxièmement le poumon canaliculaire, la période intermédiaire, et troisièmement, le stade alvéolaire du développement, la fin. Commençons par le début. Le début, c'est ce qu'on appelle le poumon glandulaire. C'est le tout début de l'histoire, quand des divisions entoblastiques se font dans un mésenchyme vraiment très jeune. Et qu'est-ce qu'on voit à ce stade-là du développement? Des tubes, des canaux, bordés par un épithélium jeune, épais, épanoui, prismatique, avec des cellules à gros noyaux,
des tubes qui se divisent, avec ça, des tubes qui se divisent, comme on le voit bien à tel ou tel endroit, ici ou là, et qui se divisent au sein d'un tissu conjonctif jeune, pas très dense, et qui est vascularisé. Bien sûr, parallèlement à l'évolution des structures, il se met en place un réseau vasculaire qui va être par la suite le réseau artériel pulmonaire, puis bronchique. Bon. Cet aspect-là, c'est le début du développement. Il n'est évidemment pas question qu'il y ait d'échanges aériens possibles à ce stade, et d'ailleurs, il n'y a aucune respiration, il n'y en a aucun besoin, puisqu'à cette période, pendant le début du développement, comme pendant toute la fin de la grossesse, vous le savez, le poumon, entre guillemets, fœtal, embryonnaire puis fœtal, s'appelle... Ça y est, vous êtes tous endormis? Non, pas possible. S'appelle le placenta, oui. Peut-être entendu là quand même. Bon, autant pour moi. Premier stade, des tubes au sein d'un tissu conjonctif. On appelle ça parce que ça ressemble à une glande, et simplement parce que ça ressemble à une structure glandulaire, un poumon glandulaire. Le fait que si je prenais un bout de la photo et que j'allais la montrer n'importe où, à des gens non spécialistes, ça ne serait pas une affaire très compliquée de leur dire « ah bah oui, ça c'est une glande, il y a des structures épithéliales avec une lumière centrale et séparée par un tissu conjonctif, bref, c'est une glande exocrine ». Sauf que ça n'a pas de fonction glandulaire. Donc, ça ne serait pas bien de faire ce que je viens de vous dire. Donc je ne le fais pas.